On fait du cinéma. Encore mieux. On fait du cinéma. Allez, on reprend. Allez. Oh, je fais tout, c'est ça. Tous ceux qui désirent gravir l'Everest en savent à l'avance les violences. Ils acceptent d'y risquer leur être, d'engager à fond leur personne, quitte à ne pas en revenir tout à fait intact. Le photographe de l'expédition, Pascal, était accompagné au sommet, à 8848 mètres, par Christine, 1,57 m, 50 kg, tout mouillé. Parce que s'il fait beau demain... J'ai été surpris par une chute de sérac en corniche et j'ai été pris complètement dans l'avalanche avec un Sherpa qui se trouvait à la lisière du nuage. Pour ma part, j'ai été emporté par le souffle sur une quinzaine de mètres et puis ça a été l'obscurcissement la nuit pendant une quarantaine de secondes. C'était très long, bien sûr on pense à la mort. Avant de retrouver un peu d'air et de réaliser que j'étais vivant. La vie ne passe pas par l'Everest, je crois. Après dans 3-4 jours, on prend l'avion pour rentrer en France. Après avoir fait... Bon, c'est la deuxième fois que je fais l'Everest. Sans oxygène, moi j'ai pas pu faire mon bivouac pour des raisons de sécurité. Donc ça sera pour le printemps peut-être. En fait c'est Pascal qui m'a fait partir hein, parce que sinon je pouvais pas le laisser descendre seul de nuit. Et puis bon ça a été, mais avec oxygène, hein, sans... Mais je réalise pas encore toi. Allô. C'est bizarre, c'est assez étrange. C'est un petit nuage. Ouais, enfin là c'est la fatigue tu vois. 34 heures. Ah ouais. C'est Ben qui m'a dit ça. Pas mal, ouais. Et en fait, ouais, je crois que c'est le coup de poker, mais il faut... Et des fois, je pensais pas qu'on allait arriver. Christine Janin est née le 14 mars 1957 à Rome. Elle dit oui à Antoine Barthélemy le 6 juin 1987. Docteur en médecine, elle vise sa plaque sur les toiles de tente. Alors, elle va me faire le coup du kiné. Au hasard d'une expédition au Pakistan, la voici devenue la première Française à 8000 mètres. Au sommet du Gasherbrum, elle se découvre une affinité pour la physiologie de l'altitude. Sa bonne humeur et sa chance en font la mascotte des chercheurs de l'Arc. Sur l'Annapurna, les docteurs Herry, Pommier, Rata et Richalet l'invitent dans le plus haut laboratoire du monde, mais ils sont ensevelis sous des tonnes de neige. Raté. Puisque l'Annapurna ne veut pas de médecin, Leydon Peak reçoit la sportive au sommet. Deuxième 8000 mètres, réussi cette fois avec Antoine. Le pays du Dalai Lama, en exil, venait juste de s'entrouvrir aux touristes. Au retour, elle se dégourdit les jambes de Katmandou à Lhasa et en profite pour respirer l'air pur du Tibet. Il y a énormément de poussière dès qu'il y a un camion qui passe. D'où mon petit masque. Après 1000 km de pèlerinage en pédalant, la récompense, Lhasa et le palais du Potala. Les neiges du Kilimandjaro.
6000 mètres de pureté africaine dominent savane et forêt. Du sommet de l'Afrique, une Christine gonflée comme une montgolfière court vers le vide et, femme de plume, s'envole tel l'oiseau rare. En kayak de mer, dans le Grand Nord canadien, elle traverse les baies glacées de la terre de Baffin. Mais pas vraiment le rêve. Plutôt une noyade dans des problèmes d'organisation submergents et de grands sacrifices pour d'exceptionnelles images. Hélas, la mésentente laisse l'amertume de souvenirs qui glacent les mains et filent pour longtemps la piquette au cœur. Difficile de se relever et d'en sortir par le haut, même s'il reste en soi l'image inoubliable de sommets précaires, aujourd'hui dissous. Et hop, elle change de continent. Médecin des cavaliers du désert, elle parcourt 500 km de steppe mongole sur les traces de Gengis Khan. Le problème d'un médecin, c'est qu'il faut se soigner tout seul. Dans la tête de Christine, l'idée de l'Everest fait sa trace. Avec ses meilleurs amis, elle accumule les marathons, les crosses, les courses, avec une prédilection pour le ski alpinisme qui lui forme une résistance et un cœur gros comme le Mont Blanc. Un sommet sur lequel elle passe des nuits sous igloo avec l'équipe Turbo à quelques jours de s'envoler pour sa première tentative à l'Everest. Étonnante expérience que cet Everest Turbo, consistant à s'acclimater dans un caisson. Bon, Christine, tu pédales à une charge de 0,9 kg pendant 5 minutes à 7000 et on enregistre fréquence cardiaque et saturation. Merci. Quelques heures après leur sortie de la boîte de métal, ils tentent l'ascension du toit du monde. Mais la face nord de l'Everest rejette l'équipe Turbo. Pourtant, de cet échec au succès, il n'y a qu'un pas à rêver. L'héroïne des temps modernes, vaincue en 89 par le grand méchant vent, se dresse moins d'1 an plus tard dans la féerie d'un ciel si bleu qu'elle s'étonne encore de sa chance et des raisons qui la poussèrent au sommet. Sans y croire vraiment, j'y suis allée parce que lui il était devant, ça m'énervait qu'il soit devant, qu'il y avait d'autres femmes devant et que bon, il fallait quand même pas que je les laisse passer. Et puis, mais je pensais vraiment pas quoi, en 2 jours le faire. Elle ne pensait pas non plus arriver en haut du tas de sable, Christine. Pourtant, son frère jumeau l'entraîna très tôt à résister aux colères des intempéries et même aux plus violentes tempêtes. Ses 4 frères lui enseignent l'adversité et l'aguerrissent à l'entêtement breton. Grâce à eux, elle sut vite renvoyer la balle et faire face, s'il le fallait, à de redoutables batailles. La neige, la mer et le grand air sont ses éléments. Depuis les montagnes et les plages, elle s'élance à l'assaut des navires pirates et prend sa revanche. Fille chez les garçons, elle sera femme parmi les hommes, toujours prête à suivre un groupe qui part à la conquête de l'univers.
Katmandou la nuit, Katmandou la pluie, la mousson du Népal dans une nuit sans fin, c'est ainsi que commence l'aventure de Christine et ses copains. Par un horizon sans Everest, dans un hôtel de luxe sans luxe, par une douche tiède mal réglée dans des rues grouillantes de gouttes d'eau, où les passants assoupissent, où les Porsche ne passent plus. Au petit matin, ils surgissent le long des trottoirs de la Bagmati, la rivière sacrée, où le froid réveille, flagelle, frictionne, ravigote, où l'eau caresse de ses bouts cendrés les cendres des morts incinérés sous le voile éploré des veuves, et le regard agrandi des enfants sidérés. Sur la rive d'en face, des filles aux cheveux longs, noirs de suie, se lavent et rient. Le courant emporte leur savon vers d'autres fleuves sacrés, plus loin, beaucoup plus loin, jusqu'au fond de l'océan Indien. Maison bourgeoise à Katmandou, avec Pasang, cette Sherpanie de 30 ans espère être la première Népalaise à gravir l'Everest. Elle sera la compagne occasionnelle de Christine jusqu'à 8000 mètres. Son âme, son mari, a créé Tamserku Trekking Expedition, une agence qui a pignon sur rue dans le centre des affaires de Katmandou. Son business consiste à louer les services des porteurs et des Sherpas et à leur choisir un chef cuistot qui nourrira la troupe. Les Occidentaux appellent ça organiser la logistique. Puisque tout est prêt pour partir, alors partons. Même s'il pleut, même si les ponts himalayens sont emportés par un déluge de boue, ce n'est pas à la plage que nous allons. Elle ne sait plus combien de jours elle a marché, Christine. 10, 15, qu'importe. La paix intérieure n'a ni montre ni chronomètre. Ces semaines d'approche sont hors du temps, passées au petit bonheur des rencontres dans le pays Sherpa, au fond de cette vallée du Khumbu, toujours en marche, où les jeunes filles transportent les forêts sur leur dos, où les enfants parcourent des kilomètres en altitude pour aller à l'école de Namche, à 3500 mètres dans les nuages. Et au-dessus des nuages, les pyramides. Quel pays ce Népal, où l'on s'élève avec la vie en ribambelle joyeuse, derrière les yaks sous plastique, les sacs à pattes, les tonneaux à cornes et les mères porteuses de bidons. No problem. No problem, no problem. C'est bien la première fois que tu m'as mis la pioche. Les Sherpas sont des hommes de roc et de terrassement, des bâtisseurs forcenés. À 5200 mètres, sur le glacier caillouteux, ils dressent en 2 jours un camp de base en pierre sèche avec l'opiniâtreté des bâtisseurs de temples qui reconstruisent le monastère de Tian Boche à l'entrée de la vallée de l'Everest. Là-bas, au rythme d'une pierre par jour, par tailleur, ils gagnent le couvert, le coucher, quelques roupies et la bénédiction du grand lama en supplément de salaire. Au camp de base, on ne taille pas et la toiture est faite de bâches. Mais tout le mobilier de la cuisine séjour salle à manger est un génial agencement de dalles brutes que le glacier engloutira dans quelques mois. Tapai lai takai lagyo. Mulai takai lagego China. My name is Christine. My name is Fernand. Okay. You have done a very good job, huh? Good base camp. No, sir. Oi, katamba.
Ici, ce n'est pas l'Everest que l'on prie, mais la déesse des vents, Sagarmatha de son vrai nom. Sur cette terre, les prières les plus ferventes sont celles qui servent à repousser les menaces. Par exemple, on implore pour obtenir l'indulgence des avalanches. On jette le riz sacré dans la gueule du glacier pour gaver les crevasses. Ou encore, comme sur l'autre versant de la montagne, dans le Tibet occupé par les Chinois, on se prosterne devant le Bouddha pour affirmer une irrépressible ferveur au nez de l'oppresseur pékinois. Nang Thilé officie en maître respecté. Sagarmatha l'a déjà accueilli 2 fois sur sa cime. Occident et Orient réunis se font humbles devant l'immense déesse de glace qui se laisse bercer par la musique incantatoire des mantras. Ça marche très bien sur glace et neige dure. Bon, sur neige tendre, ça accroche un peu moins, mais de toute façon, les crampons n'accrochent pas non plus génial. Et puis ça botte pas. Donc ça devrait être bon. Gain de poids à 2 kg au bout de la jambe. Yves a 29 ans et une jambe en plastique à la suite d'une tumeur osseuse à l'âge de 17 ans. Ce qui m'impressionne le plus chez Yves, ce n'est pas tellement sa jambe que la manière dont il s'en sert. Il ne marche pas, il court. Son plus grand souci pendant cette expédition, c'est de ne pas perdre de poids pour ne pas avoir de jeu dans sa prothèse. L'amaigrissement étant inéluctable en altitude, il est condamné à manger tout le temps. Il veut faire évoluer le matériel, pas les crampons ni les piolets bien sûr, mais les prothèses. Et pour détruire les barrières imposées par les préjugés qui existent autour des unijambistes, il atteindra les 8000 mètres du col sud. Les chapins, ils mangent là, oui. C'est pas évident. Remember eating. So we put half. Half sit here, okay? Yeah, little bit here, not so much. En Himalaya, quand on quitte le camp 2 à 6000 mètres, c'est toujours pour monter vers le camp 3 à 7000 mètres qu'on atteint dans la tempête. Et d'où on redescend vers le camp de base avant de lancer un nouvel assaut vers le haut. Et ainsi de suite. On se demande quel genre d'intérêt il trouve à faire ces allers-retours sur la neige. Des allers-retours, j'en ai fait avec Pascal, Eric, Michel, Marc, les Sherpas et tous les autres. Puis, c'est avec Pascal que j'ai continué. J'ai trouvé un compagnon de cordée idéal. Celui avec qui on ne s'encorde pas. Celui qui m'a donné de sa motivation, de sa détermination. C'était mon repère. Moi, je ne pouvais plus savoir où j'en étais. Dans la pente, c'est la tête qui fait monter. La tête qui ne pense plus, et le corps suit le rythme imposé par la volonté. Il faut trouver l'équilibre. L'équilibre entre le souffle et les jambes pour grignoter la pente. Lentement, on s'élève. Je marche comme un automate en état d'hypnose. Je ne vois rien d'autre que mes pieds, mes crampons, mon piolet, la neige, la pente. Il ne faut surtout pas se déconcentrer. Je trouve un certain plaisir à avancer pendant des heures dans cette air vide de particules d'oxygène.
col sud, à 8000 mètres, quand la tempête se lève, tout bascule très vite. Il faut passer la nuit sous un tas de duvet congelé, une nuit de cauchemar, de claustrophobie. On se recroqueville, on ne pense plus qu'à soi. Redescendre, à toi. Est-ce que vous pouvez descendre, Ah ben, je pense que l'on peut redescendre, oui, il y a des cordes fixes, à toi. Du col sud, tous ont fui vers le camp de base. Christine s'est sauvée bien plus bas encore. Elle avait besoin de se réfugier dans un cocon de verre à soi, avec personne d'autre qu'elle-même. Ici, les autres sont un peu spéciaux. Médecins cobayes et cobayes médecins. Ils se sont posés là avec leur laboratoire pyramide d'une autre planète. Aux petits soins pour la médecine française, les chercheurs italiens aident leurs collègues à reprendre des forces. Reposée, concentrée, Christine se sent prête pour l'Everest. À 3 heures de marche au-dessus, les Sherpas, les guides et les copains se refont une santé. Ils se préparent aussi à un nouvel assaut, mais avec une autre méthode de motivation des champions. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. We take care of passing, Yeah, hein? yeah, yeah. Donc, Yeah, yeah. Ma parole, on dirait joli codard.
Je parle en continu là, est-ce que tu m'entends en continu, Marc, à toi? Un chien Sherpa, monté des villages, introduit l'étrangeté des hommes dans ce chaos ordinaire de monstres blancs où la masse glaciaire lentement digère et imperceptiblement glisse. La nuit, les mâchoires des crevasses s'écartent. Elles tirent à les rompre sur les cordes. On ne tient pas en laisse le génie du glacier. T'as vu les coups de soleil? T'as cherché là. 1 heure, 2 heures, il a planté une tente et ça s'est cramé vraiment. Comme base ou quand même? Quand deux. Il n'avait pas mis de crème, bien sûr, sinon la crème la rince. Pas de problème. La cascade de glace a été posée en bas de la montagne pour décourager la prudence. Elle mène en quelques verticalités acrobatiques à une combe glaciaire presque horizontale. Une plage exotique de neige fine entre Everest et le Tse. La température y est souvent tropicale et les vagues à surfer. Salut au camp 2. Salut Bernard. Salut Christine. Tes compagnons de cordée de Piolet. Tout de suite là, nous, t'es pas cassé? Non. Tu montes avec nous demain? Je te jure, je n'ai jamais monté aussi bien. Et toi, Annie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu m'entends à toi? Viens là, à toi, à toi. Viens là, à toi. Bernard, est-ce que tu m'entends? Décollage. Oh, énergie, vite. Papa? Allez, dernier effort. Ouh. Pourquoi suis-je reparti pour la 3e fois à l'heure où le camp se vidait? Je ne sais pas. Je ne saurai certainement jamais. Une étincelle a allumé mon corps et je suis montée. Je ne pouvais plus faire demi-tour. Je le désirais, cet Everest. J'étais portée par cette ambition, cette folie, cette ivresse et la crainte de voir se réaliser mon rêve.
mes amis me parlaient, me portaient. C'est aussi pour cela que je monte, pour exister par rapport aux autres, pour être aimé. Il n'y a rien à gagner sur cette montagne. Sur l'Everest, on est seul, avec pour compagnon le silence et l'altitude. Oh bon. Yeah. 110. Yeah. Good, then here, 110. Et puis, Mais c'est bon, ça respire. C'est bon, il m'en faut un peu plus pour m'arrêter. Mais non, Christine, plus rien ne peut t'arrêter. Repose-toi, dors si tu peux, le cœur au bord du vide et la tête dans les nuages. Il est à portée de main, ton rêve. Déjà, les jeunes Sherpas repartent. Merci Pamba, merci Dawa, et bonne descente. Grâce à vous, le camp est installé, l'oxygène est porté et nous n'avons plus qu'à grimper, grimper. Ce qui nous attend au-dessus, donc là on va tenter le col sud, donc on va aller doucement, mais je pense qu'on va être attiré un peu là, on va avoir un aimant qui va nous aider. La volonté fortifiée par l'enthousiasme de Pascal et la présence d'Éric, Marc, Sonam et Nang Thilé, Christine gagne l'altitude. Nang Thilé Lama élève sa foi vers la déesse des vents. Ce Sherpa d'exception touche la cime de Sagarmatha plusieurs heures avant Christine. Il donne sa bouteille d'oxygène à Pascal. Pour la troisième fois, les psalmodies du Sherpa Lama montent directement du sommet vers le soleil. À cet instant, Christine a mal, beaucoup de mal à respirer. Elle s'arrête, épuisée. Elle a tellement voulu cet Everest que 34 heures après son départ du camp de base, la voici soudain seule au sommet. Seule dans cette solitude de ciel, de froid et de silence qui dit déjà l'obligation d'en redescendre pour survivre et pour en parler. Parler à ce public lointain, tellement lointain à cette seconde où elle voudrait tout raconter. Quand tu y vas, tu peux pas faire demi-tour, c'est pas possible. Quand tu arrives au sommet sud, on m'avait dit qu'il en restait encore beaucoup derrière. En fait, c'est tellement attirant. C'est l'endroit le plus attirant qu'il puisse être pour quelqu'un qui aime la montagne. C'est une belle arête. C'est technique, hein. C'est pas rien, c'est pas extrême. Faut pas se planter, quoi. Il y avait un beau panache, j'ai fait des photos sympas avec Marc qui marche et un gros panache derrière. Superbe. On a eu droit à un cône géant d'Everest sur le Tibet qui explose. C'est marrant parce que le matin on l'avait eu côté Népal et il se devient de plus en plus gros, puis tout à coup ça fait 3 grandes flèches dans le ciel qui explosent. Ça c'est extraordinaire. Il n'y a sûrement jamais eu 3 grandes flèches dans le ciel, Pascal. Le manque d'oxygène hallucine. Au retour, la parole se fait étrange, un peu délirante. Les êtres sont illuminés. C'est vrai que jusqu'à 8500, c'est très agréable. Tu as une sensation de plaisir dans la douleur, du manque d'oxygène vraiment. Tu as une hypersensibilité qui n'existe plus dès l'instant où tu rajoutes cet appareil. Et tu es hyper émotif.
tu te concentres pour pas penser à tes amis parce que ça te fait craquer. Tu regardes autour de toi, tu as envie de pleurer. Et dès l'instant où tu mets le masque, bon, tu es un peu plus solide, donc tu vas. Hein, c'est deux mondes différents, mais je rêvais d'avoir un coucher de soleil au sommet de l'Everest. Et puis tout le monde trouvait ça déraisonnable et c'est pour ça que j'avais demandé à ce que je sois assisté d'un guide. Voilà. C'est moi le guide. L'Everest, c'était un désir flou, le rêve inaccessible. J'étais partie libre, libre d'échouer.